La vérité, c'est qu'on ne sait pas complètement ce que ça va changer très concrètement. Parce qu'en fait, au départ, il y a une volonté politique de l'Union européenne de mettre la fin au Far West, de siffler la fin de la récré, et de faire vraiment appliquer des droits qui existaient, d'en introduire des nouveaux, comme le droit à la portabilité, le droit à l'oubli, qui sont que l'aboutissement d'une plus grande maîtrise, et qui sont la volonté d'avoir un vrai consentement et de mettre fin à une sorte de pillage de données qui était mis en œuvre. Mais cette volonté politique, elle n'est pas complètement univoque non plus, parce que derrière cette volonté affichée, il y a aussi l'intention de pouvoir continuer à faire circuler l'information, faire circuler les données qui sont dites dans le règlement comme nécessaires à l'économie numérique. Et donc il y a une forme de schizophrénie qui fait que toutes les questions qui fâchent vraiment, c'est-à-dire tous les détails, et le diable est évidemment dans les détails, sont pas encore réglés. Je pense par exemple à la question des modalités de recueil du consentement, très concrètement. Ces choses-là sont pas encore complètement réglées. Les lobbies se sont exprimés à Bruxelles pour avoir un texte de compromis comme souvent, mais très concrètement, tout n'est pas encore dit. Et puis, ce que ça va changer, la messe n'est pas encore dite non plus, parce que entre la volonté politique et avoir les moyens de ses ambitions, c'est encore autre chose. Et on a un aspect finalement assez géopolitique, comme dans toute forme de régulation, qu'à partir du moment où une zone géographique, l'Europe, veut imposer une régulation quand même beaucoup plus protectrice des données personnelles, il faut pouvoir l'imposer sans pénaliser les entreprises européennes qui seront évidemment les premières touchées, mais parce qu'on vise aussi les entreprises, disons de type US, il faudra avoir les moyens de ses ambitions. Donc on a un vrai antagonisme là géopolitique qui est pas simple pour savoir très concrètement comment ça va toucher les différents acteurs. Et puis voilà, on attend encore des textes ou des modalités d'application par les différentes autorités qui tardent à venir. La CNIL, j'ai vu encore hier, a annoncé l'arrivée d'un certain nombre de documents qui vont préciser, interpréter en matière de consentement, en matière de profilage sur un certain nombre de points. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ce que l'on sent très concrètement là, c'est que à l'approche de l'échéance du 25 mai, on sent quand même un mouvement de fond, une sorte de prise de conscience de la part des entreprises petites et grandes qui se disent il y a un changement de paradigme qui est derrière. Alors qu'on n'a pas fondamentalement changé les règles, on a changé la façon d'appliquer les règles et on a dit maintenant il va y avoir des sanctions. On verra quelles sont les sanctions qui sont vraiment appliquées. Là aussi, question de volonté politique, il ne suffit pas de vouloir. On sait par exemple, en matière d'antitrust Google, la Commission européenne a mis de très nombreuses années et n'est pas allée au bout de la logique avant de sanctionner Google. Donc on ne sait pas encore quel sera le vrai niveau de sanction. Mais donc il y a une vraie prise de conscience qui consiste à se dire de la part d'un certain nombre d'opérateurs, on ne va pas pouvoir miser sur du mass marketing un peu brutal, sur la collecte de données sans que les utilisateurs en aient vraiment conscience. Et donc tout le monde réfléchit quand même assez concrètement à comment faire évoluer les modèles économiques. On a beaucoup parlé de consentement et on a raison, c'est vrai que c'est une notion qui est très importante et très présente dans le règlement, sur évidemment l'opt-in dans un certain nombre de cas, mais il n'y a pas que le consentement. Il ne faut pas oublier que le consentement c'est qu'une justification, qu'un motif au traitement de données. On peut avoir d'abord des nécessités pour l'exécution d'un contrat, et donc dans un certain nombre de cas, ce sera le débat qui potentiellement sera assez complexe. Est-ce que la collecte de données, elle est nécessaire pour l'exécution du contrat avec mon prestataire? Et il suffit de proposer une prestation dans laquelle est intrinsèquement liée. Il ne faut pas qu'on attire la question du traitement de données de façon artificielle dans le contrat, parce que dans ce cas-là, il faut un consentement vraiment spécifique et isolé. Mais si on montre qu'on a une prestation qui est intimement liée au contrat, on pourra continuer à
à avoir un traitement de données sur ce fondement-là. Et puis, on a aussi des interprétations dans le règlement sur la notion d'intérêt légitime qui font que quand on a une relation habituelle, que le règlement dit appropriée, alors là aussi on verra ce que ça voudra dire en interprétation. Quand on a une relation appropriée, c'est-à-dire quand on a une relation avec un client, une relation commerciale, on pourra toujours continuer par exemple à le prospecter sans consentement particulier. Et puis en dehors de ces hypothèses-là, c'est vrai qu'il y aura une rigueur, une nécessité d'un consentement beaucoup plus explicite. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire le consentement? Ça peut vouloir dire plein de choses. Le consentement, c'est pas forcément j'écris ou je clique. Il y a plein de façons de recueillir le consentement. On l'avait vu sur la question des cookies, par exemple, hein, avec les bandeaux. Cette question n'est pas non plus complètement réglée, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière le RGPD, il y a aussi le règlement e-privacy, hein, qui va compléter sur un certain nombre de points qui sont majeurs. Et donc on aura la combinaison, l'imbrication de tout ça. Et le règlement e-privacy, on l'attend guère avant la fin de 2018, début 2019, donc là aussi il y a des choses qui vont bouger. Et bon, le consentement, c'est sûr, hein, il va devoir être beaucoup plus explicite, mais est-ce qu'on ne va pas passer d'une sorte d'ère d'une absence de consentement, c'est-à-dire d'utilisation des données quasiment à l'insu des utilisateurs, à une sorte de conditionnement, de climatisation de la relation avec le client, alors qui reste beaucoup plus positif parce qu'on va rechercher un engagement de la part de l'utilisateur, une vraie adhésion. Mais on va aller le conditionner, le mettre dans un espace émotionnel qui va le conduire finalement à devoir, dans un mouvement, un élan comme ça, à exprimer son consentement d'une façon ou d'une autre. Ce qui fait que ce qu'on peut anticiper, c'est une forme d'évolution vers une ère d'une économie émotionnelle. Il y a un certain nombre de gens qui parlent d'économie de l'émotion. On a beaucoup parlé de l'économie de l'attention et d'un passage vers une économie de l'émotion. Alors ça, c'est d'ailleurs vachement intéressant à analyser en termes de consentement pur, je veux dire, pour les juristes. C'est-à-dire que le consentement, on a l'image de quelque chose qui serait une volonté purement rationnelle, réfléchie. C'est là-dessus d'ailleurs que nous, notre code civil repose, hein, sur une conception kantienne de l'autonomie de la volonté. Alors qu'au fond, le consentement, historiquement, dans l'histoire de la philosophie, le consentement vient d'autre chose. Par exemple, si on regarde Aristote, chez Aristote, le consentement, c'est beaucoup plus quelque chose qui est de l'ordre, peut-être pas forcément de la pulsion, mais du désir, de l'appétit, dans ce registre-là. Alors, ça colle bien avec cette idée d'économie de l'émotion. C'est toujours étonnant de voir comment on peut reconvoquer des perceptions sous-jacentes en droit dans des concepts beaucoup plus anciens. Je crois pas mal à ça en fait.